À l'automne 1959, un télégramme urgent arrive au bureau de l'ambassade soviétique à Paris. Le message est bref, mais préoccupant pour Moscou. Les Français viennent d'établir un nouveau record mondial de vitesse avec un chasseur capable de voler à 2320 km/h. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une exagération propagandiste. Le pilote André Turka vient d'établir une performance qui inquiète les stratèges militaires soviétiques. L'appareil responsable de cette performance porte un nombre mythologique, le Nord 1500 Griffon. Mais revenons quelques années en arrière, au début des années 1950. L'Europe craint une attaque nucléaire soviétique. Les services de renseignement occidentaux rapportent que Moscou développe des bombardiers supersoniques capables de franchir les défenses européennes en quelques minutes. Ces bombardiers transporteraient des charges nucléaires et arriveraient si rapidement qu'aucun chasseur conventionnel ne pourrait les intercepter. La France, encore marquée par l'occupation récente, refuse de dépendre uniquement de la protection américaine. Le gouvernement lance donc un concours auprès des constructeurs aéronautiques français. Créer un intercepteur capable d'intercepter ces bombardiers soviétiques. Les ingénieurs de Nord Aviation, dirigés par Jean Galtier, proposent un concept innovant. Leur maquette initiale surprend les experts militaires lors de la première présentation. Un journaliste présent à la démonstration déclare qu'elle ressemble à un moteur à réaction géant avec un cockpit ajouté au-dessus comme une cabine. Les ingénieurs ne contestent pas. Ils reconnaissent que cette description est exacte. Le Griffon n'est pas vraiment un avion dans le sens traditionnel. C'est une plateforme de moteur volante, un laboratoire expérimental conçu pour tester une technologie que personne n'a jamais réussi à maîtriser sur un chasseur opérationnel. La combinaison d'un turboréacteur et d'un statoréacteur. Le problème fondamental avec les statoréacteurs est simple, mais important. Ces moteurs sont très puissants et efficaces à haute vitesse, beaucoup plus que les turboréacteurs conventionnels. Ils n'ont pas de pièces mobiles complexes, pas de compresseur, pas de turbine. L'air entre simplement à très haute vitesse, se comprime naturellement, brûle avec le carburant et produit une poussée importante. Mais il y a un problème majeur. Un statoréacteur ne peut absolument pas fonctionner quand l'avion est immobile ou vole lentement. Il faut déjà aller à plus de 1000 km/h pour qu'il commence à produire la moindre poussée. La solution de Galtier est innovante. Le Griffon utilisera deux moteurs complètement différents dans le même fuselage. Un turboréacteur Snecma-Atar permettra le décollage et l'accélération jusqu'à la vitesse du son. Une fois que l'avion dépassera Mach 1, le pilote activera le statoréacteur Nord qui propulsera la machine vers Mach 2 et au-delà. Sur le papier, c'est brillant. Dans la réalité, personne ne sait si cela fonctionnera vraiment. Le 24 août 1953, le gouvernement français commande officiellement 2 prototypes. Le contrat final ne sera signé qu'en 1955, mais Nord Aviation commence immédiatement les travaux. L'équipe décide de construire le premier prototype, baptisé Griffon 1, sans le statoréacteur. Cette décision pragmatique permet de tester l'aérodynamique de base et les systèmes de l'avion sans risquer un accident avec la technologie expérimentale du double moteur. Le design final du Griffon est inhabituel. L'entrée d'air ventral est très grande. Elle occupe toute la partie inférieure du fuselage. Le cockpit est perché au-dessus de cette ouverture, donnant au pilote une visibilité excellente, mais une position inhabituelle. L'aile delta, héritée du précédent projet Nord-Gerfaut, donne à l'appareil une silhouette distinctive. 2 petites canards triangulaires flanquent le nez pour stabiliser l'avion à cause de la poussée importante des moteurs. Le 20 septembre 1955, André Turcat monte dans le cockpit du Griffon 1 pour son vol inaugural. Les techniciens au sol attendent. Personne ne sait vraiment comment cet appareil va se comporter dans les airs. Le turboréacteur fonctionne, l'avion roule sur le terrain herbeux et il décolle. Turcat effectue un circuit prudent autour de l'aérodrome. L'appareil vole. Il vole même plutôt bien. Mais très vite, un problème apparaît. Le Griffon, un manque de puissance. Les premiers essais allaient révéler l'ampleur des défis techniques à surmonter. Le 11 janvier 1956, Turcat pousse l'appareil au maximum de ses capacités et franchit le mur du son pour la première fois. Le résultat est décevant. Mach 1,15 seulement.
Pour un avion censé intercepter des bombardiers supersoniques soviétiques, c'est insuffisant. Les ingénieurs de Nord Aviation examinent les données de vol et comprennent qu'ils ont sous-estimé les besoins en puissance. L'Atar 101D ne suffit pas. L'équipe prend une décision importante. Remplacer le moteur d'origine par un Atar 101E-1 plus puissant. Simultanément, ils agrandissent l'entrée d'air ventrale. Les modifications prennent plusieurs mois. Quand le Griffon 1 retourne en vol, les performances s'améliorent légèrement. L'appareil atteint finalement Mach 1,3 à une altitude de 8560 mètres. C'est mieux, mais toujours loin des objectifs initiaux. Les essais montrent également que le moteur perd considérablement en efficacité au-dessus de 9000 mètres. Cette découverte est préoccupante, car les bombardiers soviétiques volent précisément à ces altitudes. Le 19 juin 1956, un incident survient. Turca roule sur le terrain herbeux après un atterrissage de routine quand le train avant cède. L'avion s'immobilise avec le nez dans l'herbe. Fort heureusement, le pilote n'est pas blessé et les dégâts structurels restent mineurs. Les réparations nécessitent néanmoins 5 semaines. Le Griffon 1 ne reprend les vols que le 26 juillet. Cet accident renforce les doutes de certains responsables militaires qui commencent à considérer le projet comme risqué. Pendant ce temps, le second prototype avance dans les ateliers de Nord Aviation. Le Griffon 2 représente la véritable vision de Jean Galtier. Cet appareil intègre enfin le système de double propulsion tant attendu. Le statoréacteur Nord mesure 1,50 m de diamètre, une dimension importante qui nécessite de rallonger et d'élargir tout l'arrière du fuselage. L'entrée d'air ventrale subit un nouvel agrandissement important. Vue de face, l'ouverture donne au Griffon 2 une apparence très distinctive. Le 23 janvier 1957, le Griffon 2 décolle pour la première fois avec André Turcat aux commandes. L'appareil utilise uniquement son turboréacteur Atar 101E-3 pendant ce vol inaugural. Tout fonctionne correctement. Le 6 avril, Turcat franchit le mur du son avec le second prototype. Puis vient le moment crucial. Le premier allumage du statoréacteur en vol. Les ingénieurs ont calculé qu'une vitesse minimale de 1000 km/h est nécessaire pour que le moteur commence à produire une poussée stable. Turcat accélère un turboréacteur jusqu'à dépasser Mach 1. Les instruments confirment que les conditions sont réunies. Le pilote active le système d'allumage du statoréacteur. Une vibration parcourt toute la cellule quand le carburant s'enflamme dans la chambre de combustion géante. Turcat surveille les cadrans. La poussée augmente, mais beaucoup moins que prévu. L'accélération reste modeste. Quand il coupe le statoréacteur et rentre à page, le résultat est possible. Le Griffon 2 avec son moteur révolutionnaire vole à peine plus vite que le Griffon 1 avec son unique turboréacteur. Le maximum atteint est Mach 1,3. Exactement la même performance que le premier prototype. Des mois de travail, des millions de francs investis, et le résultat est identique. Les analyses techniques montrent que le statoréacteur reçoit un débit d'air insuffisant. Malgré l'entrée d'air agrandie, le flux reste trop faible pour alimenter correctement la combustion. Le moteur fonctionne en régime appauvri, ne développant pas sa puissance maximale. Certains responsables du ministère de la Défense suggèrent discrètement d'abandonner le programme. L'argent pourrait être mieux utilisé ailleurs, notamment pour des chasseurs conventionnels plus fiables comme le Dassault Mirage, qui progresse rapidement dans son propre développement. Jean Galtier décide de continuer. Son équipe reprend les calculs aérodynamiques depuis le début. Elle modélise les flux d'air avec plus de précision. La conclusion est claire, l'entrée d'air doit être encore agrandie, beaucoup plus agrandie. Les dimensions qu'il calcule maintenant sont très importantes. Un ingénieur junior demande si le cockpit ne va pas simplement tomber du fuselage, tant l'ouverture ventrale sera grande. Galtier consulte ses collègues. Il vérifie les calculs de résistance structurelle. Tout tient. La décision est prise. Modifier le Griffon 2 avec une troisième version, encore plus grande, de l'entrée d'air. Les travaux de modification durent plusieurs mois. Quand le Griffon 2 retourne sur le terrain d'essai, son apparence a changé significativement. L'entrée d'air occupe maintenant presque toute la section ventrale du fuselage.
Vu de profil, l'avion ressemble à un tube avec des ailes. Les mécaniciens remarquent qu'ils ont construit un statoréacteur et ajouté un pilote par précaution. Le nouveau vol d'essai avec statoréacteur a lieu plusieurs semaines plus tard. Turcat suit la procédure habituelle. Décollage au turboréacteur, montée progressive, accélération jusqu'à Mach 1, puis il active le statoréacteur. Cette fois, la réaction est immédiate. L'accélération plaque Turcat contre son siège. Les aiguilles des instruments tournent rapidement. Mach 1,5, Mach 1,7, Mach 1,8. L'avion continue d'accélérer. Finalement, lors de ce premier vol avec l'entrée modifiée, le Griffon 2 atteint Mach 1,85. Le statoréacteur fonctionne vraiment. Les essais de 1958 allaient révéler les véritables capacités et limites de cette technologie révolutionnaire. Les essais se multiplient pendant l'année 1958. Chaque vol apporte de nouvelles données sur le comportement du statoréacteur à différentes altitudes et vitesses. Turcat découvre rapidement que ce moteur possède une caractéristique importante. Il ne peut pas être modulé progressivement comme un turboréacteur classique. Le statoréacteur du Griffon fonctionne uniquement en mode tout ou rien. Le pilote peut seulement l'allumer ou l'éteindre en ajustant le ratio carburant/air. Une fois activé, impossible de réduire sa poussée. C'est comme un interrupteur géant plutôt qu'un accélérateur conventionnel. Cette caractéristique rend le pilotage du Griffon extrêmement délicat lors des phases de vol à haute vitesse. Un autre problème majeur apparaît lors des vols prolongés au-dessus de Mach 1,8. La température de l'échappement du statoréacteur endommage régulièrement la tuyère arrière. Les techniciens doivent inspecter et souvent remplacer des sections entières après chaque vol à vitesse maximale. Plus inquiétant encore, la peau en alliage de duralumine du fuselage chauffe excessivement. À ces vitesses extrêmes, la friction de l'air génère des températures que les matériaux conventionnels supportent difficilement. Les ingénieurs envisagent d'utiliser du titane pour les versions futures, mais ce métal reste extrêmement coûteux et rare en Europe à la fin des années 1950. Malgré ces difficultés techniques, le Griffon 2 progresse régulièrement. Les pilotes rapportent que les qualités de vol sont excellentes à toutes les vitesses. Le statoréacteur peut être allumé sur une large plage de vitesse sans risque d'extinction. L'entrée d'air géante se révèle remarquablement peu sensible aux variations d'angle d'attaque. Une découverte particulièrement intéressante concerne le comportement en virage. Contrairement aux autres chasseurs supersoniques qui perdent rapidement de la vitesse en manœuvre, le Griffon maintient son accélération même pendant les virages serrés grâce à la puissance brute du statoréacteur. Le 25 février 1959, Nord Aviation prépare une tentative de record officiel. L'objectif est le record du monde de vitesse sur circuit fermé de 100 km. Turcat décolle tôt le matin depuis le terrain d'essai. Il effectue plusieurs passages à basse altitude sur le parcours balisé. Les chronométreurs officiels de la Fédération aéronautique internationale sont présents avec leur équipement de mesure. Turcat allume le statoréacteur et maintient la puissance maximale pendant toute la durée du circuit. Quand il atterrit, les calculs montrent une vitesse moyenne de 1643 km/h. Le record précédent est battu avec une marge de plus de 400 km/h. Cette performance attire l'attention internationale. Ce succès attire immédiatement l'attention des observateurs militaires occidentaux. Un avion français vient de démontrer des capacités qui dépassent celles des meilleurs chasseurs soviétiques connus. Plus important encore, les Américains manifestent leur intérêt. Washington voit dans le Griffon une technologie potentiellement utile pour contrer la menace des bombardiers supersoniques soviétiques. L'intérêt américain permet à Nord Aviation d'accélérer le programme d'essai. Les mois suivants sont consacrés à pousser le Griffon vers ses limites absolues. L'équipe vise maintenant le record du monde de vitesse en ligne droite. Les vols d'essai explorent progressivement des vitesses toujours plus élevées. Mach 2 est franchi sans difficulté majeure. Les ingénieurs affinent les réglages du statoréacteur pour optimiser la combustion. Chaque vol génère de nombreuses données techniques sur le comportement des matériaux, l'aérodynamique à vitesse hypersonique et les limites physiologiques du pilote soumis à des accélérations prolongées. Le 5 octobre 1959, toutes les conditions sont réunies pour la tentative officielle de record. Le ciel est dégagé, le vent minimal.
Turcat monte dans le cockpit du Griffon 2 au petit matin. Les contrôles préalables prennent plus d'1 heure. Tout doit être absolument parfait. Finalement, le turboréacteur démarre avec son bruit caractéristique. L'avion roule sur l'herbe et décolle. Turcat grimpe rapidement vers 15 000 mètres d'altitude, où l'air raréfié permettra d'atteindre les vitesses maximales. Une fois stabilisé à l'altitude désirée, Turcat accélère avec le turboréacteur jusqu'à dépasser largement Mach 1. Les instruments confirment que les paramètres sont corrects. Il active le statoréacteur, l'accélération augmente fortement, le Griffon accélère rapidement. Mach 1,5, Mach 1,8, Mach 2. L'avion continue d'accélérer. Turcat surveille attentivement la température de la structure. Les valeurs augmentent, mais restent dans les limites acceptables. Mach 2,1. Les aiguilles des cadrans approchent de leur butée maximale. À 15 240 mètres d'altitude, le Griffon 2 atteint sa vitesse de pointe. Mach 2,19, soit 2320 km/h en vitesse réelle. C'est à ce moment que les observateurs internationaux comprennent l'importance de cette performance. Un chasseur français vient de devenir l'avion le plus rapide du monde. Plus rapide que tous les prototypes américains connus. Plus rapide que tout ce que les soviétiques possèdent ou développent actuellement, selon les renseignements disponibles. La Fédération aéronautique internationale homologue officiellement le record le 13 octobre. André Turcat devient l'homme le plus rapide du monde. La nouvelle inquiète les milieux militaires à Moscou. Les responsables du programme de bombardiers supersoniques comprennent immédiatement les implications. Leur stratégie repose sur l'hypothèse que les défenses occidentales ne pourront pas intercepter des bombardiers volant à Mach 2. Le Griffon invalide cette hypothèse. Un intercepteur français peut maintenant rattraper n'importe quel bombardier soviétique existant ou en développement. La doctrine d'attaque nucléaire rapide nécessite une révision. Jean Galtier et son équipe célèbrent brièvement leur succès, mais ils pensent déjà à la suite. Les calculs montrent qu'une version améliorée du Griffon pourrait atteindre Mach 3, ou même plus. Le projet Griffon 3 est lancé sur le papier. Les ingénieurs imaginent un fuselage encore agrandi, un statoréacteur plus puissant, peut-être même une structure partiellement en titane pour résister aux températures extrêmes. Ce nouvel avion pourrait battre le futur record du MiG-25 soviétique avant même que celui-ci ne vole. Mais le triomphe technique du Griffon allait rapidement se heurter à des réalités économiques et politiques implacables. L'euphorie du record mondial dure quelques semaines seulement. Dès la fin d'octobre 1959, les ingénieurs de Nord Aviation doivent affronter des problèmes techniques importants. Chaque vol à vitesse maximale cause des dégâts importants à l'appareil. La tuyère du statoréacteur se déforme sous l'effet des températures extrêmes de l'échappement. Les techniciens passent des journées entières à remplacer des sections complètes de métal tordu par la chaleur. Le fuselage en duralumine montre des signes inquiétants de fatigue thermique. Des décolorations apparaissent sur la peau métallique aux endroits où la température a dépassé les limites prévues. Les essais révèlent également un problème fondamental avec le concept même du statoréacteur. Ce moteur génère une chaleur très importante qui se dissipe mal dans la structure arrière de l'avion. Contrairement aux turboréacteurs conventionnels où les gaz d'échappement sortent par une tuyère relativement petite, le statoréacteur du Griffon produit un jet de flamme sur toute la circonférence de l'arrière du fuselage. Cette configuration crée des points chauds impossibles à éliminer avec les techniques de refroidissement disponibles à l'époque. Les vols d'essai continuent néanmoins pendant les premiers mois de 1960. Turcat et les autres pilotes accumulent des données précieuses sur le comportement du système de propulsion mixte. Ils testent différentes procédures d'allumage du statoréacteur, explorent les enveloppes de vol à diverses altitudes, mesurent la consommation de carburant en fonction du régime. Mais entre février et juillet, aucun vol n'a lieu. Les dommages accumulés nécessitent des réparations trop importantes. Le Griffon 2 reste immobilisé pendant 5 mois complets. Cette interruption prolongée arrive à un moment difficile pour Nord Aviation. En Algérie, la guerre s'intensifie et nécessite une part croissante du budget militaire français. Le ministère de la Défense doit faire des choix difficiles. Les généraux examinent attentivement les coûts de développement de tous les programmes aéronautiques en cours. Le Griffon coûte de plus en plus cher. Chaque heure de vol coûte une fortune en réparation et en remplacement de pièces.
Pire encore, l'avion reste un prototype expérimental sans aucune capacité opérationnelle réelle. Les responsables militaires posent des questions embarrassantes. Contre qui exactement le Griffon est-il censé combattre? Les bombardiers supersoniques soviétiques existent surtout dans les rapports de renseignement et les projections futures. Dans la réalité immédiate de 1960, la France combat des insurgés algériens qui volent dans des avions légers ou n'ont pas d'aviation du tout. Un intercepteur capable de Mach 2 n'est pas adapté à ce contexte. Les chasseurs nécessaires pour l'Algérie doivent être robustes, fiables, économiques et capables d'opérer depuis des terrains sommaires. Le Griffon ne remplit aucun de ces critères. Pendant ce temps, le concurrent direct du Griffon progresse rapidement. Le Dassault Mirage 3 vole depuis plusieurs années déjà. Cet appareil utilise une configuration conventionnelle avec un seul turboréacteur. Il atteint Mach 2 sans les complications techniques du système double moteur. Plus important encore, le Mirage coûte beaucoup moins cher à produire et à entretenir. Marcel Dassault, le fondateur de l'entreprise, possède également une grande expérience des relations politiques et militaires françaises. Ses contacts au sein du gouvernement lui donnent un avantage considérable dans la compétition pour les contrats. Les discussions au ministère de la Défense deviennent tendues. Les partisans du Griffon argumentent que la France ne peut pas abandonner une technologie révolutionnaire qui lui donne une avance sur les soviétiques et même sur les Américains. Le statoréacteur représente l'avenir de l'aviation à très haute vitesse. Renoncer maintenant signifierait gaspiller des années de recherche et des millions de francs déjà investis. De plus, les données techniques accumulées sont inestimables pour de futurs programmes aérospatiaux. Les opposants rétorquent avec des arguments pragmatiques. Le titane nécessaire pour construire une version opérationnelle du Griffon, capable de supporter les températures extrêmes, reste hors de portée financièrement. L'Union soviétique contrôle la majorité des sources mondiales de ce métal stratégique. Les quantités disponibles en Occident sont minuscules et réservées en priorité aux programmes américains. Fabriquer des Griffons en série avec du duralumine ordinaire est techniquement impossible. Les avions subiraient des dommages structurels importants lors des vols prolongés à vitesse maximale. La consommation de carburant pose un autre problème majeur. Le statoréacteur consomme des quantités très importantes de kérosène. L'autonomie du Griffon reste limitée à quelques dizaines de minutes de vol à pleine puissance. Un intercepteur opérationnel doit pouvoir patrouiller pendant des heures, pas des minutes. Installer des réservoirs supplémentaires alourdirait tellement l'appareil qu'il perdrait ses performances exceptionnelles. Le problème semble insoluble avec la technologie disponible au début des années 1960. En juillet 1960, le Griffon 2 reprend finalement les vols après les longues réparations. Les essais se poursuivent pendant près d'un an encore. Turcat effectue le dernier vol en juin 1961. Ce vol n'a rien de spectaculaire. Aucun record n'est tenté. C'est simplement un vol d'essai de routine pour tester quelques modifications mineures. Quand Turcat pose l'avion sur le terrain herbeux pour la dernière fois, personne ne réalise que le programme vient de se terminer. Aucune annonce officielle n'est faite immédiatement. Les semaines suivantes, le silence du ministère de la Défense est significatif. Aucun nouveau crédit n'est alloué pour poursuivre les essais. Les plans ambitieux du Griffon 3 restent dans les tiroirs des ingénieurs. Jean Galtier comprend que son projet ne sera pas continué. La décision politique est prise, même si elle n'est pas encore formellement annoncée. Le gouvernement français choisit le Mirage comme chasseur supersonique standard. Le Griffon rejoint la longue liste des avions révolutionnaires qui n'ont jamais dépassé le stade expérimental. Nord Aviation reçoit néanmoins une forme de consolation. Les données techniques accumulées pendant les essais du Griffon ne sont pas perdues. Les ingénieurs ont appris énormément sur l'aérodynamique à très haute vitesse, sur les problèmes thermiques, sur les matériaux avancés. Toutes ces connaissances seront réutilisées dans un autre programme qui commence justement à prendre forme. Le développement d'un avion de transport supersonique civil en coopération avec les Britanniques. L'héritage du Griffon allait finalement trouver son application la plus spectaculaire dans un projet qui transporterait des passagers plutôt que des missiles. Le Griffon 2 termine sa carrière dans un hangar de Nord Aviation pendant l'été 1961. Les techniciens le nettoient soigneusement et retirent tous les fluides et composants dangereux.
L'appareil ne volera plus jamais. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, un autre projet beaucoup plus ambitieux prend forme dans les bureaux d'ingénierie. La France et la Grande-Bretagne négocient un accord pour développer conjointement un avion de ligne supersonique capable de transporter 100 passagers à travers l'Atlantique à Mach 2. Ce programme deviendra le Concorde. André Turcat, le pilote qui a établi tous les records avec le Griffon, reçoit une nouvelle mission en 1964. Il devient pilote d'essai en chef pour le programme Concorde chez Sud Aviation, l'entreprise créée par la fusion de plusieurs constructeurs français, dont Nord Aviation. Son expérience avec le Griffon s'avère inestimable. Turcat connaît bien les défis du vol supersonique prolongé. Il comprend les problèmes thermiques, les contraintes sur les matériaux, les difficultés de pilotage à très haute vitesse. Toutes ces leçons apprises sur le petit intercepteur expérimental seront appliquées au développement du grand avion de ligne. Les ingénieurs du Concorde étudient attentivement les rapports techniques du programme Griffon. Ils examinent particulièrement les données sur le comportement des alliages métalliques soumis à des températures élevées pendant des périodes prolongées. Le Griffon a volé pendant des minutes à Mach 2. Le Concorde devra maintenir cette vitesse pendant des heures. Les matériaux doivent non seulement résister à la chaleur, mais aussi supporter des cycles répétés de chauffage et de refroidissement sans se déformer. Les essais du Griffon fournissent des informations précieuses sur ces phénomènes. La conception de l'entrée d'air du Concorde bénéficie également de l'expérience accumulée avec le Griffon. Les ingénieurs de Nord Aviation ont passé des années à perfectionner la forme et les dimensions de l'entrée d'air ventrale pour alimenter correctement le statoréacteur. Ils ont appris comment gérer les flux d'air complexes à vitesse supersonique, comment éviter les turbulences destructrices, comment maintenir une alimentation stable du moteur malgré les variations d'angle d'attaque. Ces connaissances se révèlent directement applicables au design de l'entrée d'air du Concorde, même si celui-ci utilise des turboréacteurs conventionnels plutôt qu'un statoréacteur. Cette situation est paradoxale. Un avion conçu pour détruire des bombardiers soviétiques contribue finalement au développement d'un appareil destiné à transporter des touristes fortunés entre Paris et New York. La technologie militaire finance souvent des avancées qui profitent ensuite au domaine civil. Le Griffon illustre parfaitement ce processus. Sans les budgets militaires de la guerre froide, jamais la France n'aurait investi les sommes nécessaires pour explorer les limites du vol supersonique. Mais une fois les connaissances acquises, elles deviennent disponibles pour d'autres applications. Le 2 mars 1969, André Turcat pilote le prototype français du Concorde lors de son premier vol. L'appareil décolle de Toulouse et effectue un circuit d'essai de 27 minutes. Turcat atterrit et déclare aux journalistes que l'avion se comporte bien. Dans les années suivantes, il pilotera le Concorde jusqu'à Mach 2 et au-delà, battant ainsi ses propres records établis avec le Griffon. La différence est que cette fois, la technologie supersonique devient réellement opérationnelle et commerciale. Le Griffon 1 a disparu depuis longtemps, probablement démantelé après sa mise à la retraite en avril 1957. Personne n'a jugé utile de préserver ce prototype incomplet qui n'a jamais dépassé Mach 1,3. Le Griffon 2, lui, est préservé. Dans les années qui suivent l'arrêt du programme, l'appareil est transféré au musée de l'air et de l'espace du Bourget, près de Paris. Il y est toujours exposé aujourd'hui, suspendu dans un hangar climatisé parmi d'autres avions expérimentaux français. Les visiteurs du musée peuvent admirer l'entrée d'air ventrale très grande qui donne au Griffon son apparence si caractéristique. Le cockpit perché sur le dessus reste inhabituel. Les petites canards triangulaires flanquent le nez pointu. Vu de près, l'avion est relativement petit pour avoir établi un record mondial de vitesse. La plaque explicative mentionne sobrement les performances. 2320 km/h, Mach 2,19, record du monde du 5 au 30, et 1 octobre 1959. Elle ne mentionne pas les millions de francs dépensés, les espoirs déçus, les ambitions abandonnées. Le Griffon n'était pas le seul projet français ambitieux de cette époque. Un autre constructeur nommé Leduc développait simultanément des concepts encore plus audacieux. Leurs prototypes ressemblaient à des tubes volants propulsés uniquement par des statoréacteurs géants. Certains designs prévoyaient d'atteindre Mach 5, une vitesse qui semblait impossible au début des années 1960.
Ces projets Leduc ont également été abandonnés, victimes des mêmes contraintes techniques et financières que le Griffon. La France des années 1950 croyait sincèrement pouvoir rivaliser avec les superpuissances américaines et soviétiques dans le domaine de l'aviation militaire de pointe. Le Griffon représente cette ambition importante et cette confiance en l'ingénierie nationale. L'échec du programme démontre que la volonté politique et le talent technique ne suffisent pas toujours. Les contraintes matérielles et économiques finissent par s'imposer, même aux projets les plus brillants. Aujourd'hui, le concept du statoréacteur n'a pas disparu. Les missiles de croisière modernes utilisent fréquemment cette technologie pour atteindre des vitesses hypersoniques. Les programmes militaires actuels explorent des designs de statoréacteurs à supercombustion capables de propulser des véhicules à Mach 5 ou plus. Jean Galtier et son équipe de Nord Aviation étaient simplement en avance sur leur temps. Ils ont tenté de maîtriser une technologie que l'humanité ne saurait vraiment exploiter que des décennies plus tard.